Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la transformation chimique qui existe entre les ions iodure, I-, et les ions peroxydisulfate, S2O8, 2-. Lorsque des ions peroxydisulfate rencontrent des ions iodure I-, il se produit du diode, I2, et des ions sulfate, SO4, 2-, selon l'équation de la transformation chimique qui apparaît ici. Dans cette transformation chimique, il est intéressant de constater qu'en fait, les ions iodure vont donner naissance à du diode I2 et que ce diode I2 est la seule espèce chimique à être colorée. La solution va devenir de plus en plus jaune au fur et à mesure que la transformation chimique va s'avancer, puisque le diode est une espèce chimique qui est jaune en solution aqueuse. Donc pour étudier l'évolution de cette transformation chimique, il est intéressant de placer les réactifs à l'intérieur d'une cuve, qui sera elle-même placée à l'intérieur par exemple d'un spectrophotomètre, de manière à pouvoir envoyer une lumière monochromatique à l'intérieur et mesurer l'absorbance A de la solution. Il est possible ensuite de tracer la courbe d'évolution de l'absorbance en fonction du temps. Que va-t-il se passer? Comme le diode se forme, la solution va devenir de plus en plus jaune. L'absorbance de la solution va donc augmenter très rapidement au départ, puis elle va continuer à augmenter, mais moins rapidement, et va finir par se stabiliser ici, au bout d'un certain temps. Donc on observe une stabilisation au bout d'un certain temps. Pourquoi cette stabilisation? Pourquoi est-ce qu'on observe une stabilisation de l'absorbance? Alors pour le comprendre, il faut étudier la transformation chimique. Regardons un petit peu ce qui se passe. Pour obtenir ces résultats, les ions iodure ont été mis en excès. Les ions peroxydisulfate ont été notre réactif limitant. On en a mis une petite quantité de matière N au départ. Et dans l'état initial de ma transformation, dans son état initial, lorsque son avancement était nul, nous n'avions pas de diode, pas d'ion sulfate. À un instant T de cette transformation, lorsqu'elle est en cours, lorsque cette transformation se produit, l'avancement de cette transformation vaut petit x, les ions iodure sont toujours présents en excès, la quantité d'ion peroxydisulfate a diminué, j'en ai n-x mol, la quantité de diode elle a augmenté, j'en ai petit x mol, et la quantité d'ion sulfate, j'en ai 2x mol. À quel moment cette réaction va-t-elle s'arrêter? Eh bien, étant donné que les ions peroxydisulfate correspondent au réactif limitant, eh bien cette transformation chimique va s'arrêter lorsque cette quantité n-x sera nulle. Donc mon état final de transformation correspondra à un instant où l'avancement aura atteint sa valeur maximale, car cette transformation chimique est totale, et cette valeur de Xmax vaut petit n, car n-Xmax égale 0 donne Xmax égale petit n. Dans l'état final, mes ions iodure seront toujours présents en excès. Je n'aurai plus d'ion peroxydisulfate. J'aurai formé Xmax mol de diode, soit petit n, la même quantité que celle d'ion peroxydisulfate de départ. Et j'aurai également formé 2Xmax mol d'ion sulfate. Mais je ne m'intéresse pas aux ions sulfate, cette espèce-là n'est pas colorée.
Ce qui est intéressant, c'est cette valeur qui est ici. Si je reviens à ma transformation chimique et à l'évolution qu'elle suit dans le temps. Si je travaille dans un domaine dans lequel la loi de Beer-Lambert est valable, je peux écrire que l'absorbance de ma solution est proportionnelle à la concentration de ma solution en diode. Donc cette absorbance, elle va être proportionnelle à la quantité de diodes qui se forme, divisé par le volume V de ma solution. Dans mon expérience, je travaille à volume constant, K est une constante, V est constant. Je peux donc en déduire que l'absorbance, elle est proportionnelle à la quantité de diodes qui se forment. Donc, si je cherche à obtenir la représentation graphique qui me montre l'évolution de la quantité de diodes I2 au cours du temps, je vais avoir une représentation graphique qui va être exactement de même allure que la précédente, l'absorbance en fonction du temps, et qui va elle aussi montrer la présence d'un palier. La réaction chimique, à quel moment se termine-t-elle? À quel moment peut-on considérer qu'elle est terminée? Ben, vraisemblablement quand la quantité d'iode formée n'évolue plus. Donc la réaction chimique semble terminée par ici. À quel instant précis, c'est difficile à déterminer graphiquement. Alors en chimie, en cinétique, on utilise une grandeur qui s'appelle le temps de demi-réaction. Qu'est-ce que le temps de demi-réaction? C'est le temps nécessaire pour que l'avancement ait atteint la moitié de sa valeur finale. La réaction étudiée étant totale, le temps de demi-réaction, T sera égal à T1,5. Lorsque l'avancement de la transformation sera égal à X max sur 2. Où est-ce que je peux lire X max sur ce graphique? Eh bien, je sais que, à l'état final de ma transformation, la quantité de diodes qui s'est formée, elle vaut X max. Je me place donc graphiquement à X max sur 2. Ici, et par lecture graphique, je peux déterminer ici le temps de demi-réaction T1,5. Alors attention, on pourrait croire en allant vite que la durée d'une réaction chimique peut se calculer en prenant 2 fois le temps de demi-réaction. Alors pas du tout. On le voit très bien, la réaction chimique s'est terminée, on peut considérer qu'elle est terminée vers ces instants ici, et on voit très bien qu'on n'est pas à 2 fois T1,5, on est plus à 4, 5 fois T1,5, peut-être 10 fois T1,5, mais en tout cas pas 2 fois T1,5.